film, un documentaire très sérieux de Raymond Depardon, qui s'appelle 10e chambre instant d'audience, que j'ai vu il y a fort longtemps, qui m'avait beaucoup choqué, beaucoup ému, voilà, et de cette chose très vraie que des grands documentaristes et cinéastes comme Depardon trouvent, on peut se laisser aller mentalement et invoquer ce genre d'histoire, voilà. Les films de Ken Loach aussi sont des sources d'inspiration énormes, donc voilà, c'est parti de, tu enregistreras après ça, en pour fait, arrêter. C'est automatique. Partie de ce pitch en quelque sorte. Petit à petit, l'histoire s'échafaude, se peaufine, et seulement au bout d'un long moment, une fois que l'histoire dramatique est bien posée, on commence à trouver, enfin je commence à trouver des petites déviations comiques, voilà. Mais c'est pas le but au départ, en tout cas c'est peut-être le but, mais c'est pas la première démarche, voilà. On ne pense pas au départ à des films où les statues tombent sur les gens, ou des clubs de golf, des choses comme ça vient longtemps après, voilà. Une fois qu'on a digéré sa propre émotion, voilà. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Donc, voilà, s'il y a des questions, on les a main. Voilà. On vous emmène un micro. Donc, monsieur devant. Bonsoir. Bonsoir. Merci, bravo, félicitations. C'est la deuxième fois que je le vois. J'ai déjà la masterclass. C'est même plus un film, c'est une œuvre d'art. Ah, c'est gentil. Bon, monsieur est un des premiers cas d'addiction, c'est la deuxième fois qu'il le voit. Donc j'espère que vous n'êtes pas tous dans cette névrose, ça serait inquiétant quand même. Vous n'avez pas changé le montage par rapport à la dernière fois. Bon. Il est tel quel. Non, mais en fait, il y a plein de subtilités, quoi. D'ailleurs, pendant la projection, j'ai regardé les notes que j'avais prises à Aix. Donc j'ai marqué public débile, tout ça. On en a tenu compte, hein. Mais non, il y a eu en fait, entre début mai, où on a commencé à faire ces sous couverts de masterclass, on a commencé en loose day à présenter le film. On a quand même coupé 2 minutes 30 du montage qui vous a été présenté. On a inversé les séquences, la séquence au tout début dans le bureau de la juge, quand le type explique que sa femme est malencontreusement rencontré son point, mais qu'il lui dit pour rien, c'était à la fin et là c'était passé au début. Vous voyez, donc ce qui prouve, s'il n'a pas remarqué, ça prouve que c'était une bonne place en fait. Et puis bien sûr, le film a été étalonné et mixé quand même. C'est quand même un détail important, parce que comme vous l'avez dit, c'était déjà, et c'était en 2.0 avec pas du tout étalonné, c'était franchement moche. Et l'avantage du numérique, c'est qu'on peut se trimballer un peu partout en France avec du montage en cours et monter ça. Ce qui m'intéressait, c'était les premières réactions des gens. Voilà, ça m'intéressait de découvrir le public qui découvrait le film. Et c'était très instructif. Parce que ça reste quand même une œuvre d'art. Bon, c'est une œuvre d'art, merci. Question juste à côté. Bonsoir. Alors déjà bravo pour le film, j'ai vraiment adoré et puis j'irai le revoir une deuxième fois parce que vraiment j'ai adoré. Ça s'aggrave. Infirmier, ah, déjà deux là. Et j'avais une question, est-ce que le rôle a été écrit pour Sandrine ou vous l'avez proposé? C'est vraiment incroyable. Pour être franc, non, c'était ce qui s'appelle un heureux accident de ce métier, ça arrive. Je voulais faire un film en anglais au départ avec la grande Emma Thompson, donc on avait commencé à travailler. Pourquoi en anglais? Deuxième question sous-jacente, dans mon regard interrogatif. Et en fait, Terry Gilliam, quand vous avez aperçu dans le rôle de Charles Wilson, qui m'honore de sa considération depuis pas mal d'années, m'avait dit un jour, très cyniquement, un échec en anglais voyage plus qu'un succès en français. Ce qui est malheureusement assez terrible. Il y avait des descendants anglais, mais je ne me rappelle plus vraiment les mots. Bref, et donc ça fait un petit moment que j'essaie de faire des films en anglais, et pour une raison aussi plus profonde, c'est que je suis très inspiré plus par le cinéma anglo-saxon que le cinéma français, notamment le film de Terry. Brasil a été un choc, donc je m'ai fait des semaines, des mois pour m'en remettre. Et donc j'étais parti comme ça, voilà. Et la production française avec mon langue anglaise, en tout cas pour l'instant, je ne la maîtrise pas vraiment, ça viendra peut-être que je ne la maîtrisais pas vraiment en termes de montant de production, de sous, et la liberté de manœuvre qui était la mienne, puisque sur un film comme ça, j'ai une liberté de manœuvre absolue. Et j'en abuse, bien sûr. Et donc, je suis revenu en France, j'ai sollicité beaucoup d'actrices très connues, excellentes d'ailleurs, très talentueuses, et puis chaque fois, j'ai jamais trouvé vraiment ce que je voulais. C'était compliqué, c'était pas ça, on a fait des essais de lecture, et je suis vraiment arrivé, je parle sérieusement, mais de sorte de mini-dépression 6 mois après, ce film est totalement ininterprétable. Ce personnage n'existe pas en France. Bref, j'ai laissé tomber en mai 2012 le projet. Quant à la productrice, qui est par là d'ailleurs, m'a dit Sandrine l'a lu et voudrait te rencontrer. Donc du coup, j'ai rencontré Sandrine, auquel je ne pensais pas. Hein. Je cherchais une petite brune agressive et je ne pensais pas à une grande blonde douce, vous voyez. Et je lui ai proposé avec beaucoup d'insolence de faire des essais et avec beaucoup d'humilité à l'accepter, ce qui était déjà un très bon signe. C'est des choses qui sont très fréquentes aux États-Unis. Même les grands stars font des essais, ne serait-ce que pour se rencontrer avec le metteur en scène. Donc voilà, en tout cas là, jouer le jeu. Et dans ces essais, j'avais fait 2 scènes. C'était la scène de l'auto-jugement, quand elle juge son ventre en disant pour avoir pénétré par effraction, etc. C'était la première scène du film en fait, que j'avais écrite, c'était une scène fondatrice pour moi, très importante pour moi cette scène. Et la deuxième scène, c'est quand elle s'énerve à son bureau et qu'elle m'accuse de tous les faits divers depuis 10 ans, avec cette scène de la cagoule. Donc c'est une scène de grosse colère. Voilà.
Et ce qui est apparu très vite en fait au rush, quand j'ai vu les images, c'est qu'on n'est jamais, comment dire, on est toujours en empathie avec elle. Voilà. Il se dégage de son jeu, de sa présence, de sa personnalité, une tendresse, une émotion, une humanité qui tout d'un coup change complètement la donne. Et toutes les scènes, parce que Sandrine, elle a interprété un vrai rôle dramatique, bizarrement, même si elle est le rôle. Et toutes ces scènes-là, il n'y a jamais un moment où elle est agressive par rapport au spectateur et même au personnage. Voilà. Et puis elle a une sensualité aussi évidente, qui n'était pas évidente chez les autres actrices. Bref, en fait, c'était parfait. Aujourd'hui, j'arrive pas à imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle, ce qui prouve que ce rôle l'attendait, nous attendait, et voilà. Mais c'était pas une écriture originale. Les seuls pour qui j'ai vraiment écrit, en fait, c'est le terrible maître Trollos, voilà. C'est l'excellent Nicolas Marié, qui est pratiquement dans tous mes films depuis 25 ans maintenant. Et Trollos, d'ailleurs, veut dire bègre en grec, voyez-vous. Donc, on a toujours un effort pour éduquer les masses. On essaye. Non, c'est vrai. Il y a plein de choses vraies dans sa plaidoirie quand il dit savez-vous qu'en Nouvelle-Guinée, le peuple des montagnes est anthropophage et pas le peuple, pas ceux du bord de mer. C'est un truc vrai, et puis j'ai trouvé dans un bouquin qui s'appelle De l'inégalité parmi les sociétés, d'un grand ethnologue qui s'appelle Jared Diamond. Les scientifiques dans les années 50 ont découvert cette propriété donc, chez les néo-guinéens les plus sauvages, c'est qu'ils se mangent entre eux. Et en fait, c'est un besoin en protéines. Donc c'est assez comique comme alors. Ce qui est aberrant, c'est de le soutenir dans un plaidoirie comme ça. Voilà, mais c'est un truc vrai. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont des petites trouvailles. Et puis donc Nicolas, j'avais écrit pour lui. Il a beaucoup douté en répétition. C'est un vrai piège en fait de faire un bègue. Il y a un grand bègue, je trouve, dans l'histoire du cinéma, c'est Michael Palin dans Un poisson de Mévanda, qui est tout à la perfection dans ce numéro-là. Et donc il avait très très peur de ça, il a hésité, machin. À un moment donné, on a même envisagé changer de rôle avec le juge de Bernard, l'excellent Philippe Puchon. Et puis quand Nicolas a enfilé la robe, en fait, l'emphase, les gestes, les mots, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout d'un coup tout est venu. Son bégaiement s'est ciblé particulièrement à des endroits précis du texte. Et en fait, le seul souci que j'ai eu à la prise de vue, c'est que les figurants derrière se marraient, donc je n'ai pas pu avoir tous les axes. Même à la troisième fois, la première fois, ils vont se lasser un petit peu, et puis à la deuxième, troisième fois, il y a toujours des gloussements. Donc il y en a encore quelques-uns d'ailleurs qu'on voit une grande banane enfouie derrière, donc ça me rend branche, parce qu'il a dû faire toute la journée, il a fait sa plaidoirie. Voilà. Donc, et puis il y a Philippe Puchon aussi, que j'ai pensé tout de suite dans le juge de Bernard, qui est ce gros balourd de magistrat qui dit 4 fois bonne année et puis qui finit par se prendre un pauvre club de golf dans la tête. Voilà, et son jeu a beaucoup bénéficié aussi de la complicité avec Sandrine. Ils s'entendaient très bien tous les deux, jusqu'à quel point, je ne le sais pas. Mais voilà, et notamment dans la scène, quand elle dit « j'ai pas dit », elle hausse les sourcils, parce qu'a priori, elle s'entend que c'est un crétin. Et voilà, ça c'est une scène qui a beaucoup gagné dans leur complicité. Donc des fois je pense à des acteurs, mais c'est le rôle principal, je ne pensais pas spécifiquement à Sandrine. Mais je crois beaucoup que c'est le rôle qui fait l'acteur, vous voyez. Même un grand acteur, s'il n'a pas un grand rôle, il est foutu. Quoi. Donc je ne dis pas que c'est un grand rôle, mais en tout cas c'est un rôle qui était efficace, qui est intéressant, et Sandrine lui a donné toute sa démesure et toute sa portée, parce que c'est une grande actrice. Voilà. Autre question, réaction, levez la main de façon à ce qu'on puisse vous emmener un micro. Pas forcément tout le temps les mêmes devant. Vous étiez aussi au masterclass. Juste avant que vous preniez la parole, on vous donne le micro, puisqu'on est au casting. Albert, on enchaîne sur les guests, ils sont nombreux dans le film. Je veux que tu poses des questions et va t'asseoir dans la salle. Non, les caméos dans le film, c'est des gens dont la considération, encore une fois, monore me touche. Donc, il y a Yolande Moreau qui fait la maman qui met main quand on le bébé dans la cheminée. Il y a Gaspard Noé et Yann Conan qui font donc 2 grands cinéphiles, entre parenthèses familiaux, qui sont co-détenus avec moi. Et c'était rigolo parce qu'en fait, à une époque, Gaspard Noé a fait donc le terrible, magnifique Irréversible, Yann Conan avait fait Doberman, et puis moi Bernie, à une époque on était un petit peu tous dans la même charrette et beaucoup de gens auraient aimé nous avoir derrière les barreaux, c'était notre vraie place. Voilà, donc je trouvais le clin d'œil plutôt marrant. Et puis après le tournage, après le montage du film, je voulais rajouter des petits spots télé. Et donc, comme Jean m'avait laissé entendre à Cannes l'année dernière qu'il ferait volontiers un petit clin d'œil dans un de mes films, j'ai dit écoute, c'est l'occasion de faire un truc. Et puis également Terry Gilliam qui est venu. Et puis le chauve, entre guillemets, présentateur de la BBC, c'est Ray Cooper. Donc, il y a peut-être des gens qui aiment le rock, on ne sait jamais, même en province. Et c'est un batteur légendaire, c'est le batteur de Eric Clapton. Il a fait quelques albums des Stones, notamment le fameux Beggar Banquets. Et puis là, en ce moment, il joue à Las Vegas avec Elton John. Et quand j'étais môme, j'avais été le voir Ray Cooper avec Elton John aux Champs-Élysées en 1979. Il a fait un documentaire étonnant, notamment Elton John en Russie, à l'époque de la Russie soviétique, où les spectateurs n'avaient pas le droit de se lever quand Elton John et Ray Cooper, ils étaient que 2 sur scène, faisaient
leur numéro, enfin leur chanson. Voilà, donc pour moi, là aussi c'est une légende. Et qu'est-ce qu'il ramène au cinéma? C'est lui qui a produit, c'est Ray Cooper qui a produit pour George Harrison La vie de Brian des Monty Python. C'est comme ça que Terry Gilliam et lui sont connus. Et quand j'ai présenté Le Vilain il y a 4 ans à Londres, Terry est venu avec Ray Cooper, donc là aussi j'étais très ému. Et comme c'est un type adorable, il a accepté de faire ce petit rôle. Voilà, donc les caméos ont une importance énorme pour moi, parce que c'est l'occasion de retrouver des gens qu'on aime beaucoup. Et puis il y a l'apparition de Jean, qui est arrivé en me disant écoute, j'ai pas travaillé, je vais tenter un truc et tout. En fait, c'était bordé, c'était nickel. Et la productrice, qui est toujours là d'ailleurs, m'a dit un truc très vexant. Elle m'a dit c'est la première fois que j'ai quelqu'un de plus drôle que toi sur le plateau. Donc, je pense que c'est la dernière fois que vous voyez Jean sur un film. Il est hors de question qu'il revienne avec son talent à la con. Voilà pour les caméos. Donc, si tu as d'autres questions, tu as dans le public. D'accord, j'ai plus de questions. La ligne devant. Et ensuite, monsieur, juste là, là. J'ai beaucoup aimé vos films. Il y a beaucoup de sensibilité, de tendresse. Même la fin, je voyais le temps comme ça, je voyais ce que l'on a, nos envies, le couleur qu'on a réveillé. Vraiment, beau film. Beaucoup de tendresse. Et ça, donc, je voulais le dire. Quoi. Et voilà, donc ça reste un peu sur l'émotion. Et puis, c'est un bonheur de vous parler, quoi, de vous dire. Et puis, ce que on a remarqué plein de clins d'œil aussi dans le film, donc ça, on lui viendra. Et merci d'avoir choisi Sandrine Lorrain, parce qu'elle correspond tout à fait au rôle. On a l'impression de voir Super Nanny avec ses enfants, un peu. Et alors la question, est-ce que vous avez envisagé de faire une suite à ce film? Parce qu'on dirait qu'il y a une fin un peu ouverte. Non, suite non. Tous mes films se ressemblent un peu, j'ai pas peur de dire que je me répète, donc chaque film est un peu la suite de l'autre. On sent que l'éducation va être compliquée pour cet enfant, c'est clair. Il y a quand même deux mondes qui s'affrontent, entre Kevin, Steve et puis une femme qui a fait je sais pas combien d'années d'études de droit. Mais il n'y a pas vraiment de suite, non. C'est lui-même une suite, je trouve, un petit peu d'Enfermé, un petit peu de Bernie, et puis le prochain, je suis déjà sur un prochain film. J'ai écrit 20 pages en 6 mois, je pense que vos petits-enfants le verront. Donc, pendant ce temps-là, Woody Allen abat les films, blinde. Voilà, donc ce film sera une forme de suite à ça. C'est encore une histoire d'une femme et de quelqu'un. Et voilà, mais j'ai pas. Non, la fin, elle est courte, le film il est court. C'est mieux quitter un repas en ayant un peu faim qu'en étant un peu écœuré. La frontière est parfois fragile. Et notamment quand j'étais dans ces fameuses masterclass là, déguisées, où je tentais mon montage, j'avais 3 ou 4 prénoms qui venaient dans la suite. Je me suis rendu compte que les deux premiers, Kevin et Steve, passaient, puis on était passé à Max, parce qu'on disait qu'elle s'appelait Max, ma soeur s'appelait Max. Et ça marchait pas du tout en fait. On avait atteint la limite de ce qu'on pouvait atteindre sur cette petite scène, qui d'ailleurs est la seule scène improvisée du film. Parce qu'au début c'était une fin très classique, qui se regardait, émotion, fond du bonheur et tout. Et puis en fait, le jour de tournage, avec Sandrine, on a beaucoup rigolé sur les prénoms. Et les deux tiers qui ont été jetés à la poubelle, parce qu'elle rigolait tout le temps, c'est une grande rieuse. Et voilà, et donc finalement je l'ai gardé, j'ai beaucoup hésité à regarder ce petit impro, parce que je trouvais qu'elle est un petit peu dans le style, elle est un petit peu hors film. Mais finalement, elle a ses aficionados, donc voilà, je l'ai laissé par l'acheter. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Alors, une main s'était levée, oui, votre question, réaction. Quelqu'un qui voulait sortir, qui avait marre du débat. Je suis coincé. Bonsoir. Puisque vous parlez des acteurs, il y a, parmi tous vos acteurs, il y a 2 acteurs absolument phénoménaux. Il y a d'abord dans le rôle du gynécologue, il y a le grand Michel Faux, qu'on a l'habitude de voir chez Olivier Py. Et puis il y a dans le rôle du policier, il y a Christian Hegg qui est prodigieux. Alors ces 2 acteurs de théâtre, je voudrais savoir comment vous les avez choisis. Et puis je dois dire qu'au niveau du timing, votre film est absolument parfait. Il y avait un grand metteur en scène qui disait que dans une comédie, après 1h30, tous les minutes comptaient double. Vous avez réduit le problème, ça fait 1h25. Non, 22 même. 22. Et donc c'est un film absolument parfait. Pour les acteurs, monsieur est un amateur de théâtre, effectivement. Alors, Michel Faux est un immense acteur de théâtre. Ouais. Et j'ai débuté au même cours que lui il y a 25 ans, même un petit peu moins. Donc je le connais en fait depuis très longtemps, Michel. Et puis Christian Hegg, alors si vous avez déjà vu un film que j'avais fait qui s'appelle Le Créateur, il fait une toute petite apparition dans Le Créateur, il fait un breton ivre-mort sur un parking qui dit « Oh, c'est pas le parking », et qui se plonge parce que le fou furieux tire un obus dans la porte et qui dit « Kenavo les bouseux ». Voilà. Donc déjà il faisait ça. Alors c'est quelqu'un que je vous recommande sur vos programmes culturels parce que c'est un immense acteur qui est à la Comédie Française. Dans Fédo. Voilà, il fait un Fédo, le fil à la patte qui est prodigieux, que j'ai pas encore vu, mais c'est plusieurs fois qu'il me sollicite, et je vais enfin pouvoir le voir bientôt. Voilà, et ben ce sont des grands acteurs voilà, et qui sont complètement disponibles pour être dans mes films.
Et j'ai aucun problème avec eux, on travaille, on répète, et voilà, donc, monsieur a du goût, on est au moins 2 ce soir. Il y avait une réaction juste derrière. Et sur la deuxième partie de la question, qui était par rapport au timing, justement bien dosé. Bon, ouais, c'est le timing qui s'impose en fait. C'est à la fois raconter ce qu'on vient de raconter et puis supprimer ce que c'est inutile. Il y a beaucoup de dialogues qui ont disparu. Le coup de club de golf était suivi par une réplique de Huchon qui était très drôle, il disait mes implants. Et ça me faisait beaucoup marrer parce que du coup elle disait mais c'est pas vos vrais cheveux. Puis elle quittait le champ, et boum, elle lui retapait dessus, elle revenait. Et ça fonctionnait pas. Il y avait Duquesne qui disait, la scène de Duquesne, donc c'est le médecin Dr Toulat, parce qu'au début c'était en anglais donc ça s'appelait Too Late. Plein d'astuces dans les prénoms. Maintenant c'est Toulat donc c'est beaucoup moins drôle bien sûr, enfin bref. Et le docteur Toulat, lui, disséquait donc joyeusement ce pauvre Maccabée, qui bien sûr était faux, encore que, et il disait une phrase qui me faisait marrer, c'est qu'à un moment donné, il disait mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, vous pouvez m'en dire un petit peu plus, donc Sandrine, avisant l'affiche de Che Guevara dans le fond, disait en fait c'est politique, et Philippe disait ah oui je vois des puissants qui veulent bloquer l'enquête, elle disait tout à fait. Et il posait donc ses sécateurs et tout ça, et il fumait une cigarette, et il disait la vie c'est... Non, qu'est-ce qu'il disait? La société, c'est l'inverse de la montagne. Voilà, ça m'a été très désarmé. Ah bon? Oui, plus on monte, plus ça pue. Voilà. Une sorte de raisonnement philosophique de sous-sol, ça me faisait beaucoup rigoler. Et voilà, et puis ce petit temps qu'il prenait n'a pas survécu au montage, en fait. Donc, au bout d'un moment, l'histoire prend un rythme, et ce rythme, on est forcé de le respecter, même si on laisse des choses franchement rigolotes sur le bas-côté. Bizarrement, j'ai aucun état d'âme. C'est-à-dire qu'une fois que le film est commencé à être monté, je vire tout ce qui m'amusait encore il y a quelques semaines, ça n'a plus du tout de sens. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à des films courts. Bernie est un film court aussi. En fait, hors générique, on est à 1h17, donc c'est vraiment un film court. Mais si on n'a pas le sentiment de s'embêter, tant mieux. Voilà. Alors une réaction juste derrière. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Alors, mettez bien le micro devant, s'il vous plaît. j'ai beaucoup aimé le film, vous m'entendez? Oui, mettez-le bien faiblement. Plus en oblique. Monsieur dit qu'il a beaucoup Très aimé bien. le film. Voilà. Je vais vous faire une petite remarque personnelle sur les scènes de sang. Ouais. J'ai beaucoup aimé la scène du médecin légiste avec Duquesne. Ouais. Les scènes de Meuleuse, la première, oui. La deuxième, un peu moins. J'ai trouvé que ça en avait un peu trop. Ah, Voilà. monsieur, il n'a pas le même amour que moi pour le sang. Écoutez, en fait, moi, j'ai... Sur la durée du film, qui est 1h17 sans le générique, pour moi c'est parfait, vous avez raison. J'ai remarqué depuis un an ou deux qu'il y a des films qui durent 1h45 et il y a souvent 20 minutes de trop. Bon. Et en ce qui concerne les scènes, entre parenthèses, gore, c'est une démonstration, il est complètement acculé, tout l'accuse, donc il invente, il échafaude une hypothèse terrible, absurde. Et il fallait pour que la scène tienne qu'il y ait cette durée dans le temps, parce qu'il a beau réfléchir, il a beau inventer ce qui aurait pu se passer, il s'enfonce de plus en plus. Donc j'ai essayé de couper, de rétrécir ça, et ça fonctionnait moins bien. Ça fait partie quelque part de la drôlerie de la scène, que ça soit répétitif et long. Y compris son personnage imaginaire qui vient, qui regarde la caméra, qui attend la suite des événements, parce qu'à un moment donné, même lui, il est un peu perdu. Donc ça, j'ai essayé de le couper, hein, vous voyez, j'ai essayé, puis en fait, ça marche beaucoup moins bien. Voilà. C'est un truc